organizzato. Ora facciamo un salto all'estero, tocca al professor Juvelin che insegna nell'Università de Lorraine in Francia e che ci accompagna da tempo con i suoi contributi, le sue visite, le sue riflessioni. Prego. Bon, bonjour tout le monde. Mon italien est très parfait, mais je vais parler le français parce que c'est la meilleure langue du monde. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Ok, per quanto il mio italiano sia perfetto, parlerò francese perché è la lingua migliore del mondo. Bon, alors donc j'ai deux parties dans mon intervention, rapide. La première partie, c'est mon implication dans le département des sciences politiques et du travail social ici à l'Université de Calabria. Et la deuxième partie, c'est le travail social face à la diversité, face à l'interculturalité. C'est-à-dire, c'est pour montrer un peu comment est-ce que le travail social aujourd'hui est confronté à la différence et que faire face à cette différence. Ok, allora io toccherò nel mio intervento due parti, molto rapidamente. La prima parte riguarda il mio coinvolgimento qui nel corso di servizio sociale dell'Università della Calabria e la seconda parte invece esaminerà il rapporto tra il servizio sociale e l'interculturalità e la diversità. Alors bon, ça fait très très longtemps que je viens ici. En fait, pour comprendre un peu depuis combien de temps je viens ici, il faut demander en quelle année Anna Elia a eu son enfant, Francesco Greco. Puisque Francesco, quand j'ai rencontré Anna et aussi son mari, Francesco Greco avait 6 ans, non 6 mois. Et aujourd'hui, Francesco a 16 ans. È tanto tempo che vengo qui, tanto quanto la professoressa Annelia ha avuto suo figlio, perché il bambino allora aveva 6 mesi e adesso ha 16 anni. Et ensuite, mais 2 ans avant, j'étais venu ici dans une conférence et je me suis trompé d'aéroport, c'est-à-dire qu'au total, depuis que je viens ici, ça fait 18 ans que je viens donc à l'Université de Calabria, pratiquement chaque année. Et la première fois quand je suis venu ici, je me suis trompé d'aéroport. Au lieu de descendre à la maison à terme, mon assistante m'a dit j'ai trouvé un aéroport plus proche, c'est Reggio Calabria. Ah, c'est ça, Reggio Calabria. Je suis descendu à Reggio Calabria et j'ai vu, donc j'ai téléphoné, je ne comprends pas, je suis à un autre aéroport. Et ensuite, on m'a dit, mais écoute, Reggio Calabria, ce n'est pas la maison à terme, c'est un autre aéroport. Si tu cherches une chambre, il faut longer le long de la mer. Moi j'ai dit, mais écoute, il fait noir, il n'y a pas la mer ici. Hein? Je ne vois pas la mer. Et donc, et ensuite, M. Greco m'a dit, c'est moi l'italien, il y a la mer à Reggio Calabria. Tu verras qu'il y a la mer. Et c'est le matin que j'ai vu la mer en face de mon hôtel. Ok, io in realtà ero venuto già 2 anni prima, quindi sono qui circa 18 anni che vengo qui ogni anno e la prima volta che sono stata in Calabria mi avevano sbagliato a prendere il biglietto aereo, quindi invece di atterrare da Mezza Terme sono arrivato a Reggio Calabria e ho chiamato il professor Walter Greco che mi ha spiegato che ero nell'aeroporto sbagliato e che quindi dovevo andare in un hotel e che per trovare questo hotel avrei dovuto costeggiare il mare, però io non vedevo il mare, quindi insistevo col dire non c'è nessun mare a Reggio Calabria, fino a che poi non mi è stato risposto guarda io sono un italiano, a Reggio Calabria c'è il mare, cammina col mare sulla destra, e lui l'ha visto solo il giorno dopo. Voilà, bon. Alors voilà un peu, donc c'est-à-dire que vous avez ici un vieux monsieur qui vient ici depuis longtemps, et je suis très heureux de revenir à chaque fois parce que et c'est vrai que c'est toujours un bonheur de revenir ici, et c'est pour ça que je voudrais donc remercier mes collègues, notamment Piero Fantozzi, depuis longtemps, qui m'accueille ici à La Eia,
Il y a aussi ma fille qui est là, hein, qui est venue faire le doctorat à Lille. Et puis après, il y a aussi le professeur Costabile, donc le professeur Agnolo. En fait, je n'ai que des amis ici. Voilà. Hein, sur ce, je vais passer donc à... Quindi avete davanti un vecchio signore che viene qui da molto tempo e ne è molto contento, quindi saluta tutti i suoi colleghi. Bon, alors, le deuxième point de mon intervention, c'est le travail social face à la différence. Et c'est vrai qu'il y a, si on revient en arrière, il y a une trentaine d'années, on ne voyait pas beaucoup d'étrangers, même si ça commence à venir quand même, hein, se promener en Italie, on ne voyait pas, en fait les Chinois en avaient déjà, parce qu'ils ont commencé à envahir le monde depuis très longtemps, mais il n'y avait pas autant de lois, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons une interculturalité forcée. E la seconda parte passo con questo alla seconda parte del mio intervento, che ha a che fare più che altro sul ruolo del servizio sociale rispetto all'interculturalità e alla differenza. Ci troviamo in questo momento in un momento di interculturalità, di multiculturalismo forzato. 30 anni fa non vedevamo così tanti stranieri nelle nostre città. Alors, pour comprendre un peu cette question du travail social face à la différence, je vais donner 2 ou 3 exemples d'une observation que j'avais faite parce qu'on m'avait demandé de faire une conférence sur culture et maltraitance. Mais je ne savais pas quoi dire. Et c'est arrivé qu'en ce moment-là, j'avais une recherche en Côte d'Ivoire où j'ai observé des filles qui jouaient au cours de la récréation. E prenderò 2 o 3 esempi da una ricerca che avevo fatto in cui fondamentalmente avevo osservato dei bambini durante l'ora di ricreazione. Et donc j'ai demandé à ces enfants qui jouaient à la récréation, c'était des jeunes filles, hein. Je leur ai posé une seule question: lorsque vous faites des bêtises, comment est-ce que ça se passe à la maison? Quel type de punition vos parents vous donnent? Ok, erano delle giovani e io vi ho fatto una sola domanda: quando fate un pasticcio, una modelleria, com'è che venite puniti a casa? Alors, la première fille m'a dit, moi quand j'ai fait une connerie et que j'ai fait des bêtises, mes parents me mettent les pieds sur les murs, comme ça, sur les murs comme ça, et mon père me fait faire des pompes. Je fais des pompes jusqu'à ce que je sois fatigué. Et quand je suis fatigué, je tombe, il dit, bon, maintenant tu peux arrêter. Voilà, la première m'a dit ça. La prima mi ha detto mio padre mi fa mettere i piedi contro il muro e mi fa fare delle flessioni. E quando cadono, mi dice, perché sono stanca, mi dice, va bene, adesso puoi fermarti. Ensuite, une autre fille m'a dit, mais moi, mon père, il est assis sur le fauteuil comme ça, et il me dit, tu cours. Je cours autour de la maison, jusqu'à ce que je sois fatigué. Donc la fille, elle court, elle court. C'est pour cela, les filles africaines, la course, elles sont très très fortes. Ce n'est pas pour rien. Donc elles courent. Elles font les tours de la maison. La seconda mi ha detto, quando faccio qualcosa che non devo fare, mio padre si siede e mi fa correre intorno alla stanza, intorno alla casa. Ed è per questo che le ragazze africane sono così brave a correre. Et ensuite, une autre me disait, mais moi, quand je fais des bêtises, mon père, il me donne des tapes. Donc je prends des tapes dans la gueule, comme on dit en France. J'ai des tapes dans la gueule et tout ça comme ça, pour que j'arrête. E la terza mi ha detto mio padre mi dà dei ceffoni. Et ensuite, une autre me disait que elle, quand elle fait des bêtises, on lui dit, toi, tu aimes beaucoup l'école, tu n'iras plus à l'école, on a 2 jours. C'est le père qui les punissait pour ne pas aller à l'école. E la quarta mi ha detto che il padre appunto la minacciava di non mandarla più a scuola per 2 giorni, siccome ne aveva avuto la scuola. Si on m'avait dit de ne pas aller à l'école, moi, j'aurais été très heureux, j'allais dormir au moins. E se l'avessero detto a lui sarebbe stato veramente molto contento. Alors, ensuite, une autre fille m'a dit que moi, quand j'ai fait des bêtises, on me met dans les bains de piment. Hein, des piment, Ah. Larissa. Okay. Hein, on me met dans les piments. Alors, quand on te met dans les bains de piment, des piments, il faut faire une expérience, aller à la mer Morte en Israël, et vous plongez dedans, et vous allez comprendre les sels, comment ça fait, par rapport au piment. Voilà.
Non, la deuxième partie. Oui, on prend la fille, tu vois, les piments, ça pique. Sì, allora gli mettono del peperoncino. Voilà, Okay. dedans, dans le pain. On prend la fille, on les plonge dans le pain. Okay. Voilà. Ok, quindi l'altra ragazza ha risposto che la prendevano, la mettevano, le facevano fare un bagno con il peperoncino dentro. Bon. Alors, moi quand j'étais jeune, ma maman à moi m'avait puni à genoux au soleil et il m'avait mis du piment sur les paupières là. Du piment sur les paupières. Alors, quand on te met du piment sur les paupières, il ne faut pas pleurer. Parce que si tu pleures, c'est la misère. Allora, invece sua madre lo metteva al sole sulle ginocchia e gli metteva del peperoncino sotto gli occhi, e la cosa più importante quando hai del peperoncino sotto gli occhi è non piangere, perché se piangi sei rovinato. Alors, si vous voulez, quand j'aurai fini ma conférence, on va faire un essai, on peut prendre 3-4 personnes qui vont venir pour mettre du piment sur les paupières. E vous allez voir comment ça fait, d'accord? Dice, se volete, quando ha finito la conferenza si può fare una prova fuori, si prendono 3-4 persone con il peperoncino, così potete provare cosa si sente. Bon, alors, comment est-ce que, vous voyez donc, lorsque je parle du travail social face à l'interculturalité, face à la différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, nous sommes confrontés à une diversité des cultures. Et la question qui se pose, c'est celle de savoir que font les travailleurs sociaux face à la différence. Comment est-ce que les travailleurs sociaux appréhendent la différence? Et quelle attitude les travailleurs sociaux adoptent face à la différence? E quindi quando noi parliamo di servizio sociale rispetto alla differenza è appunto questo, tenere presente che ci sono oggi diverse culture e bisogna chiedersi come gli assistenti sociali confrontano queste diverse culture e come si adattano all'incontro con queste diverse culture. Parce que si on se place dans les contextes africains, ce que je viens d'expliquer, notamment la question du piment, c'est un délit. C'est de la maltraitance. Mais si, non, pardon, si on se place dans les contextes européens, pardon, européens, ce dont je viens d'expliquer, nous sommes dans les délits, c'est de la maltraitance. Mais si on se place dans les contextes africains, nous sommes dans une position de socialisation, c'est l'éducation. Alors, quelle différence est-ce qu'on fait de l'autre côté? Il y a la question de l'éducation, et de l'autre côté, il y a la question donc, de la maltraitance. Et c'est là, c'est les dilemmes sur lesquels, des fois, est confronté les travailleurs sociaux. Perché se pensiamo a questa questione del peperoncino, dal punto di vista del contesto europeo, quello che questa questione del peperoncino è un delitto, è una forma di maltrattamento. Nel contesto africano altro non è che socializzazione, è educazione primaria, e quindi qui siamo davanti, guardando questa cosa, capiamo che tipo di dilemma ha l'assistente sociale in un contesto multiculturale. Alors donc, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut avoir face à l'altérité, face à l'autre, qui est donc différent. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faut éviter en tant que travailleur social, même en tant que professeur ou enseignant, lorsqu'on rencontre la différence. Voilà. Per cui ci sono una serie di comportamenti da adottare rispetto all'alterità, rispetto all'altro diverso, e una serie di ostacoli da evitare in quanto assistenti sociali, però anche in quanto professori. Les premières catégories d'obstacles, je vais aller vite puisque les étudiants en ont souvent cours, ce sont les préjugés et les stéréotypes. Vous voyez? Alors, quand on parle des préjugés et des stéréotypes, vous savez que les préjugés, ce sont des prêts-à-penser. C'est la même chose que les prêts-à-porter quand tu vas choisir ton pantalon. Vous voyez? Ce sont des prêts-à-penser qui en fait permettent de faire l'économie d'une réflexion personnelle. On vous dit, ah, vous connaissez le professeur Jovelin? Oh non, c'est pas la peine. Ne me parlez pas du professeur Jovelin, je sais qu'il est noir, et je sais ce qu'il pense, avant qu'il pense. Ok, allora la prima categoria di ostacoli da evitare è quella che ha a che fare con i pregiudizi e gli stereotipi. I pregiudizi sono, per come definiti, dei prêt-à-penser, come il prêt-à-porter, dei modelli, dei quadri, che permettono di fare l'economia della riflessione personale, come se qualcuno chiedesse com'è il professor Jovelin? No, il professor Jovelin non ne vale la pena, il nero non vale la pena conoscerlo. Et ensuite, il y a donc une deuxième série d'obstacles
ce sont les ethnocentrismes. Ah, vous savez, l'italien, l'ethnocentrisme ne les connaît pas. Surtout dans les footballs. Hein? L'italien, l'ethnocentrisme, ne connaît pas. Vous voyez, l'ethnocentrisme, c'est quoi? C'est que ma culture, c'est la meilleure. Alors, vous savez, lorsque Ronaldo marque un but, il fait ça. C'est pour dire que les autres, là, sont complètement nuls. Donc, l'ethnocentrisme, c'est cette tendance-là que nous avons à valoriser notre propre culture, notre propre pays, en mettant de côté les autres, en pensant que les autres ne valent rien. La seconda categoria di ostacoli ha a che fare con l'etnocentrismo, che gli italiani non conoscono per niente, soprattutto nel calcio, e che ha a che fare sul considerare la propria cultura migliore, una tendenza alla valorizzazione della propria cultura mettendo da parte tutti gli altri. Come fa Ronaldo quando segna. Ensuite, il y a un troisième type de modèle. Le troisième type de filtre et d'obstacles qu'il faut mettre de côté, ce sont plutôt nos modèles, je dirais nos modèles professionnels ou nos modèles techniques. Nos modèles professionnels sont basés surtout sur la primauté de l'individu. C'est ça le modèle professionnel, c'est l'individu, c'est les liens sociaux, et donc en mettant de côté le holisme, en mettant de côté donc la collectivité, l'ensemble et le groupe, alors que nous avons appréhendons des personnes qui parfois viennent d'autres régions, viennent d'autres continents, où le groupe est très très important. Et mettre de côté les groupes, c'est en même temps les priver aussi de leurs propres ressources. Il terzo tipo di ostacoli ha a che fare con quello che lui chiama modello professionale, modello tecnico, ovvero il modello che si ha qui di azione, che mette al centro l'individuo, eventualmente il legame sociale dell'individuo, mettendo da parte invece la collettività del gruppo, che per altri contesti di provenienza invece è più importante in quanto sia l'individuo. Ensuite, enfin, les quatrièmes types d'obstacles, là, ce n'est pas la peine de les développer, ce sont les discriminations et les racismes. Vous voyez? Ce sont les discriminations et les racismes. Tout cela, c'est pour dire quoi? L'humanité a toujours eu des difficultés à appréhender la différence. Et on ne peut pas appréhender la différence à partir du moment où on ne connaît pas sa propre culture. C'est-à-dire, pour appréhender la différence, il faut se partir de soi et de sa propre culture. E il quarto tipo di ostacoli che non vale la pena approfondire è quello che ha a che fare con la discriminazione e il razzismo. E tutto questo per dire che l'umanità ha sempre avuto difficoltà a confrontarsi con la differenza, e che è molto difficile confrontarsi con la differenza nel momento in cui non si conosce a fondo la propria cultura e bisogna conoscere la differenza a partire da se stessi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout cela? Ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fait déjà, notamment au niveau des jeunes professionnels, c'est de développer une approche interculturelle. Une approche interculturelle, c'est-à-dire une attitude, développer donc une compétence interculturelle qui peut permettre d'accéder à la communication, qui peut permettre d'appréhender l'autre, cet autre-là qui n'est pas de ma culture, mais que je dois aider, puisqu'il demande une aide. Allora, che cosa si fa rispetto a questo? È quello, soprattutto nella formazione dei giovani professionisti del servizio sociale, adottare un approccio interculturale, cioè sviluppare delle competenze che permettano di comprendere l'altro a partire dalla sua cultura. Alors, tout cela a été développé en France par une collègue qui s'appelle Cohen-Emerick, depuis donc plusieurs années. Et donc, la première démarche par rapport à ça, c'est la décentration. La décentration, c'est-à-dire que prendre la distance par rapport à soi-même et aussi par rapport à l'autre pour mieux les cerner, pour mieux les comprendre et pour pouvoir travailler avec eux. Ensuite, et donc... Allora, questa cosa si fa in Francia da molto tempo attraverso un percorso che è stato tracciato da Cohen-Emerick e che ha come primo punto di partenza il decentramento, cioè il distanziamento da se stessi e dall'altro in modo da poterlo meglio aiutare. Ensuite, la deuxième démarche, c'est la découverte du cadre de référence de l'autre. La découverte du cadre de référence de l'autre, il ne s'agit pas pour les dominer, mais plutôt pour les comprendre et pour se mettre aussi à son niveau.
La seconda parte, il secondo passo di questo percorso è comprendere i quadri di riferimento dell'altro, non per dominarlo, ma per appunto comprenderlo meglio, per aiutarlo meglio. Et la troisième démarche, enfin, c'est la négociation et la médiation. Il terzo passo è la negoziazione e la mediazione. Voilà, donc en conclusion, lorsqu'on aborde ces questions-là, il faut s'interroger par rapport donc à l'interculturalité. En conclusion, par rapport à ça, c'est comment est-ce que finalement on peut appréhender l'autre. Je finirai par ce que disait un philosophe donc, français qui est décédé, d'origine russe, Todorov. Todorov disait que à s'ignorer soi-même, on est fini, on ne peut jamais comprendre les autres. Pour comprendre l'autre et soi, c'est la même et une même personne. Ça va? Concludendo su come si può conoscere l'altro, concluderei partendo dalle parole di Todorov, che diceva che in realtà non si può comprendere l'altro senza comprendere se stessi. Comprendere se stessi e comprendere l'altro è come comprendere la stessa persona. Et donc enfin, l'interculturalité, pour paraphraser une collègue française, c'est une enveloppe, c'est comme une enveloppe où chacun glisse un mot écrit à sa maniera. Quindi l'intercultura non è altro che un contenitore in cui ciascuno... Une enveloppe, comme l'enveloppe, où chacun écrit un mot à sa maniera. Una busta in cui ognuno scrive, una lettera in cui ognuno scrive la parola a modo suo. Voilà, merci. E questo è tutto. Grazie al professor Giovelen. Pour mon traducteur officiel, bravissimo, bravissimo, bravo. E quindi concludiamo questa prima sessione, invito il professor Parini e i colleghi che parteciperanno alla seconda sessione, cosa ha rappresentato l'istituzione del corso di laurea per la professione, a salire qui e a sostituirci.